Cet épisode est une présentation de messeries.fr. Mesdames et messieurs, nous avons l'immense honneur d'avoir à nos côtés, oui, aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, nous avons une rencontre avec le docteur. À vrai dire, nous avons avec le 9e, le 10e, on ne le sait plus, le 14e, j'en ai aucune idée. Mesdames et messieurs, le numéro 9, le numéro 10, le numéro 14, comme on dit dans le hockey, David Minet est avec nous. Oh, peut-être, je vais recommencer ça. Manet, pardon. Je vais recommencer ça tout de suite, je suis désolé. Il y a Bernard Minet. Ben, c'est justement, je pense que mon cerveau a fait ce lien-là pour aucune raison. De votre côté, vous avez fait des études d'art dramatique au Conservatoire Royal de Bruxelles. Royal? Wow! C'est fantastique. Et je vois aussi que vous avez eu un premier prix d'art dramatique. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Ah oui. Alors, le premier prix d'art dramatique, et j'ai aussi eu un premier prix de déclamation, en réalité, à l'époque, parce que je suis vieux, moi, je vais avoir 52 ans. Donc, je suis sorti du Conservatoire Royal en 1996. OK. Ouais. Et à l'époque, pour sortir diplômé du conservatoire, vous deviez obtenir votre premier prix. Mhm. Donc, c'est une sorte de grade. Ce n'est pas tant que j'étais le meilleur, le premier. C'est pas comme de la Formule 1. Là. Avoir le premier prix d'art dramatique, en somme, ça veut dire obtenir les suffisamment de points que pour être diplômé du conservatoire. Wow. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous ouvre des portes automatiquement? Dans le fond, c'est une sorte de diplôme, dans le fond, de ce que je comprends. Là. Oui, bien sûr, oui, c'est une sorte de diplôme. Oui, c'est un diplôme. Alors, il y a plusieurs écoles en Belgique. On est un pays où il y a beaucoup d'écoles d'art dramatique. Il y a 3 conservatoires, à l'époque, en tout cas, où j'y étais, il y avait 3 conservatoires. Il y a une école qui s'appelle l'INSAS, il y a une école qui s'appelle l'IAD, et depuis, il y en a d'autres qui se sont ouvertes. Mais donc, nous avons chaque année à peu près, je dirais, 70, 80 comédiens qui sortent des écoles. Donc, c'est beaucoup quand même. Oui, c'est pas mal. Et justement, vous, de votre côté, vous êtes allé en école d'art dramatique. Est-ce que votre petit vous, j'aime l'expression, est-ce que dans sa tête, il avait déjà un chemin prédéterminé? Est-ce qu'il se voyait à long terme dans une sphère particulière dans le domaine de l'art? Ah, avant le conservatoire, j'ai même fait ce qu'on appelle l'académie. Donc j'ai suivi des cours d'histoire, si vous voulez, ça depuis mes 14 ou 15 ans. Et oui, vous entrevoyez. J'étais un cancre à l'école. J'étais pas bon. Hein. J'étais vraiment pas un étudiant brillant du tout. J'étais pas forcément. Enfin, j'étais très dissipé. Et l'école ne m'intéressait pas énormément. Et un jour, j'ai rencontré une troupe de jeunes comédiens, et ça a été pour moi vraiment une révélation de me dire tout d'un coup, mais en fait, voilà ce que j'ai envie de faire. Pour la première fois, il y avait quelque chose là qui se passait, qui était de cette rencontre avec d'abord d'autres jeunes personnes. Des filles, des garçons, on est devenus très très amis les uns les autres. Et puis la rencontre avec ce qui allait devenir un métier, c'est-à-dire avec s'intéresser à un rôle, à un texte, à une histoire à raconter ensemble. Il y a vraiment eu une rencontre pour moi à ce moment-là, et tout d'un coup, mes frustrations d'élèves pas terribles, avec des professeurs me disant toujours « Oh, vous savez, David, il pourrait mieux faire, etc. » Tout d'un coup, il y avait un endroit où je sentais qu'il y avait quelque chose que j'aimais faire, que je savais faire, et qui rencontrait l'approbation, quoi. Ça a été vraiment un moment important pour moi. Et donc, d'abord, parmi ce groupe d'autres jeunes gens s'intéressant au théâtre, ensuite l'académie, qui était effectivement plus un endroit où on apprenait à se tenir sur une scène, on apprenait à se déplacer, on essayait des costumes, enfin il y avait vraiment ça, se familiariser à l'apprentissage du texte, et ensuite l'école supérieure pour en faire un métier, qu'a été le conservatoire.
je n'oublierai jamais d'ailleurs mon professeur d'académie, qui était un monsieur formidable, qui s'appelait Bernard Marbet. Un jour, avec deux de mes amis, on lui a fait part de notre envie d'en faire un métier. Et là, alors qu'on s'était toujours parfaitement entendu avec lui, qu'il avait été extrêmement gentil, tout d'un coup, son visage s'est transformé et il nous a presque enguirlandé. Il nous a dit, mais mes enfants, vous ne réalisez pas ce que vous dites, la difficulté de ce métier. C'est un métier ingrat, difficile, dur. Et il nous a totalement découragés. Mais il n'y est pas parvenu. Et c'est quoi qui vous a donné justement la piqûre pour continuer et persévérer malgré ce genre d'avertissement-là? Mais vous savez, quand on est jeune et qu'on a goûté à quelque chose, qu'on a trouvé une voie, un chemin, vous n'êtes pas très réceptif aux avertissements. Vous vous dites toujours, oh, les difficultés, c'est pas bien grave, gagner de l'argent, c'est pas très important. Enfin, il y a tout ça. On est très idéaliste quand on est jeune. Et en fait, c'était contre ça qu'il nous prévenait d'une certaine manière, mais sans méchanceté. C'est-à-dire, il ne nous disait pas, vous êtes des incapables, vous êtes mauvais, vous êtes nuls, vous n'y arriverez jamais. Mais il nous disait, le risque principal, c'est l'adversité, le découragement. Et c'était bien, je pense, de sa part de nous dire que voilà, ce n'était pas un parcours facile. Et il avait raison, ce n'est pas un parcours facile. Est-ce que vous vous souvenez du premier rôle que vous avez fait sur scène? Le premier rôle, alors avec ce groupe d'amis, on avait joué des pièces courtes de Courteline. Okay. Voilà, c'était du Courteline, ouais, qu'on avait joué. Et avec ce professeur à l'académie de Bernard Marbet, j'avais joué. Et ça avait bien fonctionné pour moi. J'avais joué, alors que j'étais jeune, j'avais 17 ans, j'avais joué un personnage de la pièce de Jean-Paul Sartre qui s'appelait Les Mains Sales. Oui, ok, d'accord. Et c'était une scène, alors j'avoue que je n'ai plus lu ni plus vu cette pièce depuis très longtemps, mais le personnage que je jouais était un personnage d'un homme plutôt mûr, d'un homme de 40 ans, et j'en avais 17, et c'était une scène où j'étais confronté à quelqu'un de plus jeune que moi, mais bizarrement. Ouais. Mais bizarrement, ce personnage dans Les Mains Sales, je pourrais retrouver le nom du personnage, c'était une sorte de... C'était un personnage un peu trouble. C'était quelqu'un qui n'était pas ni tout noir ni tout blanc. Il y avait des zones grises dans ce personnage et j'avais beaucoup aimé l'interpréter. D'accord. Parfait. Et là, vous êtes embarqué, ben là, je suis sûr et certain, vous avez fait beaucoup de temps dans le théâtre. À quel moment est-ce que, là, de notre côté, au Québec, on parle souvent du terme du doublage, là? Je sais que de votre côté, c'est plus comédien en tant que VF, là. Je veux respecter quand même ce terme-là dans l'entrevue. Mais quelle opportunité vous avez eue pour pouvoir embarquer dans cette belle aventure de la VF? Alors, c'était à la fin de ma période d'études au conservatoire. Je terminais l'art dramatique et j'avais presque terminé la déclamation. Et dans le couloir du conservatoire, il y avait un endroit où il y avait des petites annonces. Et j'ai lu une petite annonce comme quoi on proposait des stages de formation au doublage. Okay. Et j'ai suivi. Je suis allé suivre cette formation. C'était un studio bruxellois à l'époque. En fait, il y avait très peu de doublage en Belgique. Hein. C'était assez confidentiel le doublage. Donc, en 1996, comme je dis. Oui. Vous dites comme ça aussi, hein, je crois, parce qu'en France, ils diraient 96, mais en Belgique, on dit... Au Québec, on dit 1000 ne s'en fait plus. Là. Vous dites comment? 1000 ne s'en fait plus. Ah oui, d'accord, oui, je comprends. Bref, mais
Mais donc à l'époque, le doublage était relativement peu développé. Il existait déjà depuis les années 70-80. Il y avait du doublage, mais il y a eu un développement du doublage à peu près dans ces années-là. Donc pas mal de gens ont commencé à ce moment-là. Et le deal proposé, c'était vous deviez payer ce stage, mais en échange de quoi la boîte promettait de vous engager 2 fois sur ce qu'on appelait à l'époque des demi-services. On appelait ça des demi-services. Donc la garantie, c'était en gros que vous soyez engagé pour l'équivalent de ce que le stage coûtait. Voilà. Donc de toute façon, le prix du stage vous serait remboursé par votre travail. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de chance, en fait, parce que en réalité, mon stage d'une semaine, il y a une personne qui m'avait fait beaucoup de compliments sur la manière dont j'abordais le jeu. Il m'avait dit: ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu abordes le jeu par en dessous. Tu ne forces pas, tu n'imposes rien, tu rentres dans le personnage par en dessous, et je trouve ça très bien. Il y a une discrétion chez toi qui est intéressante, etc. Bon, voilà. Mais sinon, les autres, ils n'étaient pas très convaincus par ce que je proposais, je pense, sincèrement. Mais on m'a proposé donc un rôle à cette occasion-là, et il se fait que ce rôle, sans que je le sache, et je pense qu'eux ne s'en rendaient pas compte non plus, était un petit rôle dans une série australienne de l'époque qui s'appelait Neighbours, les voisins. C'est une série australienne. Et c'était une série qui était une sorte de soap et qui a surtout fait connaître la chanteuse Kylie Minogue. Kylie Minogue jouait dans cette série, et c'est une des premières fois qu'on a pu connaître Kylie Minogue. Et moi, je faisais un ami de Kylie Minogue. Je crois qu'il y avait aussi Jason Donovan dans cette série-là. Et je faisais le troisième, le copain. Mais ce copain ne disait jamais grand-chose. Mais par contre, il était là dans beaucoup d'épisodes. Donc ça vous ouvrait la porte directement pour un paquet de pratiques. J'ai eu la chance, comme on disait, tout de suite d'obtenir un récurrent, un personnage qui revient. Voilà. Et donc, en réalité, je n'ai pas eu 2 engagements, mais j'en ai eu 50, 60, 70. J'ai travaillé pendant 1 an et demi suite à ce premier engagement-là. Wow, voilà. C'est fantastique. Parce que là, vous venez de mentionner votre le premier rôle que vous avez donné. Si vous deviez décrire votre casting vocal, comment vous le décririez? Là, on a parlé tout à l'heure qu'on vous l'a décrit comme étant quelqu'un qui était capable de manier la voix. Là, je vous avais mentionné par en dessous, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais... c'est comme ça qu'il l'avait dit, oui. Parce que très souvent, par exemple, quand un comédien, un très bon comédien, par exemple, de théâtre ou de cinéma, ça arrive très souvent, en réalité, que de très bons comédiens, des gens qui vraiment sont doués, n'arrivent pas du tout à faire de doublage. Parce que la voix ne suit pas très bien le personnage. On n'a pas l'impression que c'est collé à l'acteur directement. Non, ben voilà. Il y a une spécificité quand même au jeu de comédien de doublage. Il y a effectivement, bien sûr, vous apportez quelque chose à votre rôle. Hein. Vous êtes un acteur, un véritable acteur. Donc vous analysez, mais vous analysez déjà un jeu proposé, c'est-à-dire vous partez déjà d'une proposition dans une autre langue. En fait, c'est un travail d'étude. Vous étudiez la manière dont un comédien aborde un personnage, et vous vous glissez dans les pas de ce comédien. Ce n'est pas une création à 100%. Si vous faites du théâtre, du cinéma, il y a un travail de recherche sur, alors purement le personnage. Alors la notion de personnage, elle est particulière. Hein. Un personnage, bon, c'est pas forcément très intéressant de parler en termes de personnage, mais en tout cas, vous jouez des situations. Des émotions, mais il y a une part plus grande de création. Quand vous êtes un comédien de doublage, il y a un travail qui a déjà été fait, et en plus, non seulement le travail de l'acteur a été fait, mais le montage du film ou de la série a été fait, le rythme est
est déjà donné, le découpage, enfin, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Donc, votre job, votre boulot, c'est quand même de restituer quelque chose qui existe déjà. Avec, je trouve, en tout cas moi, c'est mon approche, un certain respect, une certaine fidélité par rapport à ce qui a été proposé à la base. Parfait. Et là, on n'a pas encore parlé de toutes les voix que vous avez fait parce que votre voix fait partie d'un tas de fanbase et sans doute que vous devez être invité à un tas de conventions. Pour les gens qui nous écoutent, je vais justement en nommer quelques-uns. Si vous êtes des fans de Doctor Who, des Whovians, comme on appelle, vous avez fait la voix de Christopher Eccleston, le 9e Docteur, ainsi que celle de David Tennant, donc le 10e et le 14e. C'est pour ça qu'on le petit gagounet tout à l'heure. Une grosse question qui me vient en tête, parce que je sais que souvent, dans les projets de doublage, lorsqu'une voix est utilisée pour un acteur, elle est un peu mise au placard pour être, tu sais, pour qu'elle ne soit collée qu'à un seul acteur. Ça n'a pas été le cas pour vous, pour Non. Christopher Eccleston et David Tennant. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça? Comment ça s'est passé? Alors oui, en plus c'est vraiment, il y a une anecdote, il y a vraiment une anecdote très particulière par rapport à ça. Wow, OK. J'ai été proposé sur un casting par un directeur artistique pour le doublage du Docteur, donc de Christopher Eccleston, au moment où Doctor Who, après une interruption, était revenu. Il y a eu une nouvelle série avec toute une équipe créative Ouais, je pense qu'il y nouvelle. avait une pause d'environ 15 ans qui avait été faite entre temps. Ah oui, ça avait duré, oui. C'était un petit peu, alors que la série existait depuis les années 60, il y avait quand même eu une espèce d'interruption. Et la BBC a relancé Doctor Who avec donc Christopher Eccleston. La décision a été prise de faire le doublage de cette série-là et un casting a été organisé. Donc, j'ai été appelé avec, je ne sais pas moi, 5, 6, 7 autres comédiens et j'ai réussi le casting. On m'a choisi sur casting. OK. Là, pour le cas, est-ce que vous pouvez me dire que l'entrevue a été que ça a été fantastique? Est-ce que vous pouvez me dire que ça a été fantastique? Oui, je l'ai bien aimé tout de suite. Il y avait vraiment. Ah non, lui, il essaye de contourner. Là. Il veut même pas dire fantastique dans l'entrevue. J'ai saisi l'allusion. Fantastique. En plus, c'était le gimmick de Eccleston. C'était son gimmick fantastique avec son sourire réjoui, etc. Donc voilà, ce casting, je le réussis. Donc j'enregistre la saison. Et puis au bout d'une saison, Christopher Eccleston, lui, a décidé de ne pas renouveler l'aventure, le contrat. Donc voilà, ça se termine. Oui, et dans Doctor Who... Juste pour terminer, juste pour une petite parenthèse, simplement parce qu'il y avait eu des différences créatives entre Christopher Eccleston et la réalisation de ce que j'avais pu lire. Ouais, exact. Et donc lui s'est retiré du projet. Je suppose qu'il a dû en avertir la production en cours de route, puisque dans le dernier épisode de cette saison, eh bien, le personnage du docteur meurt et se réincarne, et à la toute fin, il y a l'apparition déjà de David Tennant dans la dernière séquence. Et ça marquait évidemment pour moi l'arrêt de la série aussi. Et je dis, mais il change de tête. Bon, mais il peut garder la même voix. Oh, c'est une bonne idée. Donc, vous avez proposé OK, vous avez proposé la même voix tout simplement, ou est-ce que vous avez... la même voix, ma voix, à moi. Alors, bien sûr, sans doute, je m'adapte, comme je vous dis, je m'adapte toujours au jeu du comédien et à l'énergie du comédien. Mais alors le DA, enfin toutes les personnes qui étaient là ont dit oui, pourquoi pas. Enfin, c'est bizarre, mais enfin, on peut faire un essai, on peut essayer. Et je sais que ça a été une décision qui n'a pas été simple à prendre par la production. Ils se sont dit, bah non, on peut pas faire ça, mais en même temps, pourquoi pas, c'est intéressant, etc. Et finalement, après avoir beaucoup tergiversé, il a été décidé qu'effectivement, il pouvait garder la même voix et que donc, c'est moi qui ai fait David Tennant. Les producteurs ont dit, allons-y. Oui, allons-y, Alonso.
Exactement. Excusez-moi, là, excusez-moi. Là, je suis rendu dans mes délires de Doctor Who pour aucune raison, là. Ah, Ouais, parfait. ouais. Mais j'avoue que j'ai eu le nez creux en faisant cette proposition-là parce que Tennant, il est extraordinaire et en plus, je pense que mon énergie et ma voix collent davantage encore au jeu de Tennant, plus peut-être qu'à celui de Ecclestone. Donc, je pense que j'ai même fait du meilleur travail sur les saisons finalement pour lesquelles je n'avais pas été casté au départ. OK. Et Voilà. est-ce que c'est ça qui vous a ouvert les portes justement pour faire la voix de David Tennant? Parce que je vois que vous avez apparu dans plusieurs autres projets qui étaient interprétés par l'acteur. Ah, alors là, non, par contre, non. Ah, non, OK, Non, non, parfait. non. Vous n'êtes pas officiellement la voix de David Tennant. Excusez-moi mon erreur. Non, en fait, la notion de voix officielle, a existé probablement dans les années peut-être 60, 70, peut-être les années 80. Mais à l'époque, la raison était qu'il y avait peu de chaînes de télévision. Donc les gens se disaient, mais ce serait quand même bizarre que John Wayne, par exemple, change de voix à chaque film. Mais ça arrivait de toute façon. Je crois qu'aucun comédien n'a jamais eu l'exclusivité de la voix d'un acteur. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça ne se fait absolument plus. C'est-à-dire, Tennant a fait plein de choses formidables après Doctor Who. Il a fait une série comme Good Omens. Je peux penser aussi à c'était Downton Abbey, je crois, qui est une série policière. Là. Broadchurch. Broadchurch, pardon, je me trompe avec une autre série, parfait. Et d'autres séries. Et malheureusement pour moi, j'aurais adoré, mais non, je ne l'ai pas suivi. Mais il faut dire que la première fois où David Tennant est apparu et a été doublé, c'est avant Doctor Who, et ce n'est pas moi qui le faisais non plus. Il est apparu dans un épisode de Harry Potter. Oui, qui faisait... Oh my God, j'essaie de chercher le nom, c'était... Le professeur. Ouais, le professeur. Ouais. Ah, c'était un des complices de Voldemort, là. Bref. Voilà. Et je pense que c'est le comédien français qui l'avait doublé dans Harry Potter qui a continué à le faire dans les séries pour la télévision. Donc, voilà, quelque part, il le connaissait déjà avant même que moi, je m'y essaie. Quoi. OK. Là, le temps file. Là, bien entendu, on s'était mentionné qu'on allait passer une vingtaine de minutes ensemble et il y a tellement de choses à parler ensemble. Je vais tenter de faire le plus court possible pour les gens. Vous avez aussi fait la voix de James dans Pokémon. James, qui est quand même une voix qui vous suit depuis très longtemps. La série aujourd'hui a quand même une bonne vingtaine, voire même bientôt une trentaine d'années. Est-ce qu'à un moment donné, on finit par se lasser? Parce que James a toujours les mêmes phrases. Là, le fameux dialogue d'introduction de la Team Rocket qui vient et qui revient à chaque épisode. Est-ce qu'on finit par se lasser, voire même dans les conventions, devant encore un autre fan qui me demande de redire la même maudite phrase? Est-ce qu'on finit à un moment donné, donnez-moi un break, quelqu'un? Est-ce que ça peut arriver? Alors Pokémon, Pokémon, ça a été, je pense, là aussi je l'ai réussi, je crois, sur casting. Ça, je ne me souviens plus, mais c'est arrivé assez tôt je crois qu'on a commencé à faire Pokémon en 1999, peut-être fin 98 ou 99. Je crois que la série avait commencé. Ouais. Voilà. Et c'est le premier rôle vraiment important qu'on m'ait confié et en plus un rôle on s'est rendu compte assez vite que Pokémon était effectivement une espèce de série événement, que ça avait énormément de succès. Voilà. Est-ce que c'est la voix de James est beaucoup plus grave? Vous allez dans les octaves beaucoup plus graves pour ce rôle? Au début. OK. Au début, peut-être, oui. En fait, il y avait alors Pokémon, c'est aussi particulier parce que au début, quand on faisait Pokémon, la VO qu'on avait dans les oreilles, c'était la VO américaine. Et au tout début, la Team Rocket jouait beaucoup il y avait beaucoup un côté poésie, il parlait un peu de manière rimée, il y avait vraiment cette dimension là. Donc je pense que je l'ai abordé effectivement un peu plus grave. Et puis au fil des années, parce que ça a duré très longtemps Pokémon, je pense qu'on a arrêté l'univers de Pokémon a changé il y a
2 ans, je pense. Et la Team Rocket, Sacha, enfin, il y a toute une série de personnages qui ont quitté l'univers de Pokémon. Et donc, on a arrêté de faire Pokémon, mais on avait rendez-vous avec Pokémon tous les ans pendant plus de 25 ans. Il y avait une rumeur comme quoi que, ben, une rumeur, c'est un peu fondé, mais parce que nous, de notre côté, on avait une version française, mais qui offrait des noms anglais. Est-ce que vous deviez faire le double du travail? Oui. Ok. Au début, mais ça a duré je dis au début, mais ça a duré quand même quelques années. Je sais plus combien, mais pendant au moins 4 ou 5 ans, je pense, on faisait une version québécoise. Oui, ça, je m'en rappelle carrément. On reprenait, on changeait les noms de certains Pokémon, on changeait le nom de certaines attaques. Donc, il y avait certaines phrases, pas toutes, bien sûr, il y avait certaines phrases qu'on refaisait pour la version québécoise. Et je pense, parce que je suis pas ultra connaisseur, là, vous l'êtes plus que moi, mais je pense qu'à partir d'un certain moment, le doublage de Pokémon a été fait au Québec. Ce n'est plus nous qu'on a entendu, et ce sont des acteurs québécois qui ont continué ou repris, je ne sais pas comment ça s'est passé, qui ont poursuivi en tout cas le doublage de Pokémon. Pendant un certain temps, ce sont nos voix qu'on entend avec des expressions adaptées au public québécois. Et au bout d'un certain temps, je pense qu'ils ont dû changer de casting et reprendre le doublage au Québec. Est-ce que le doublage. Ben, à vrai dire, c'était plus au niveau des. Je sais qu'il y avait au niveau des films. Au niveau des séries, je pourrais pas confirmer, malheureusement. Mais. On a plus fait les versions québécoises à partir d'un certain moment, on ne faisait plus, on ne reprenait plus pour le Québec, donc j'imagine qu'on. Mais je pense qu'après un certain moment, il y a eu un moment où les Québécois étaient maintenant rendus habitués à avoir des noms français. Parce que les noms des Pokémon étaient maintenant disponibles en version française pour les jeux vidéo. Et je crois que les directeurs de doublage, les doubleurs artistiques, les directeurs artistiques, pardon, ont fait cet ajustement par rapport à ça. David, le temps file, puis je veux vraiment aller très, très rapidement. Dans le fond, vous avez fait aussi Pain dans Naruto. Il y a d'autres personnages que vous avez fait dans la série Naruto. Vous avez fait Jerry dans la série Rick and Morty. Une question qui me vient en tête, ben, vous avez fait aussi, là, je suis un grand fan de Community également, vous avez fait le Dean Craig Pelton, qui est un personnage iconique. Le personnage que lui, de son côté, on comprend pas trop la façon qu'il pense et extraordinaire. tout. Un amoureux sincère des Dalmatiens. Ça m'a traumatisé, ça. Il regarde via son écran. Des Dalmatiens mâles. Oui, exactement. C'est très précis. Une question qui me vient en tête, puis peut-être que ça pourrait conclure notre entrevue, mais est-ce que, je sais que dans le parcours de beaucoup de VF, il y a souvent des personnages qui nous font dire un tas d'insanités ou qui vont nous faire dire des dialogues qu'on n'aurait jamais cru dire au courant de notre carrière. Selon vous, quel personnage mériterait ce trophée? Je pense que les choses les plus étranges et les plus improbables, mais pas des insanités, que j'ai dû dire en doublage, je pense que c'est grâce à Doctor Who. Ah oui. Ah oui. Oui, et il y a notamment cette séquence où il parle un langage extraterrestre à des extraterrestres sous forme d'insectes, et j'ai dû refaire les dialogues qui étaient sous forme de crépitement et de son. Oui, je me rappelle de cet épisode-là. Waouh, vous avez fait ça en doublage en plus? Ah oui. Oui, et ça n'a pas été simple. Et là, j'imagine que vous avez. Là, je me rappelle plus de cet épisode-là. Je me rappelle l'avoir écouté en français, mais dans Community, il y a un rap que le doyen fait déguisé en arachide. Je crois qu'il n'a pas été traduit en anglais, lui. En français. En arachide. Mon Dieu, alors ça, j'avoue que... Je me rappelle juste d'un extrait, là. I'm a peanut bar, and I have to say, your check will arrive on another day. Bref, c'est quelque chose qui est très reconnu dans la communauté. Tant mieux si vous ne l'avez pas traduit, ça vous donne un petit break. Si vous avez déjà fait des voix extraterrestres et tout, là, vous avez le droit à un peu de repos une fois de temps en temps. David,
un immense merci d'avoir été avec nous. Ça a été fantastique. Avec plaisir. Une chose que l'on donne, on propose aux gens à la fin de l'entrevue, Oui. c'est de dire un mot de la fin aux gens qui nous écoutent avec la voix de votre choix. Donc, je vous laisse le micro. Allez-y. Gâtez-vous. Je pense que je vais parler en tant que Jerry et voilà, c'est formidable de m'avoir donné la parole parce que Rick est un con. Voilà, je tiens à le dire publiquement. Il faut que le monde entier sache que Rick est un con. Voilà.